Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on passera en revue plein de dossiers chauds avec Jamila El-Bourini, analyste chez Invest Securities. On évoquera notamment le cas de Nanobiotics, de Metsera ou encore de Sarepta. L'entretien est lui consacré à Alessandro Riva, PDG de Transgène. Le journal des biotech, c'est parti. Et on retrouve pour notre point d'actualité Jamila El-Bourini, analyste chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Et alors, on va reparler de deux valeurs qu'on a déjà évoquées récemment dans le journal des biotech, mais parce qu'elles ont une actualité très soutenue en ce moment. Et on va commencer par Medincell. Alors Medincell, très bonne dynamique boursière sur les 3 derniers mois, portée par les succès d'Uzedy, des recommandations plutôt favorables. Et puis, il y a eu quand même une petite correction, notamment parce qu'on a trouvé que les prévisions de Teva sur Uzedy étaient peut-être moins optimistes qu'on aurait pu le penser, encore que on sait que c'est souvent conservateur et puis que c'est souvent amélioré. Qu'est-ce qu'il faut penser du dossier Medincell en ce moment, Jamila ? Effectivement, vous soulevez un point sur le dernier aspect que vous venez d'évoquer, c'est que je pense qu'il y a eu en fait une espèce de double déception, alors après à tort ou à raison, mais effectivement, comme vous l'avez bien évoqué, Uzedy étant encore dans sa phase de ramp-up sur les ventes, jusque-là, c'est vrai que Teva était plutôt prudente sur ses prévisions et estimations et systématiquement à chaque publication trimestrielle, en fait, avait relevé ses guidance. Oui. Donc ça a été le cas tout du long sur 2024, ça a été le cas aussi sur la publication du S1 2025. Et là, sur la publication du T3, c'est la première fois, en tout cas une des rares fois où Teva n'a pas relevé ses guidance. Donc ça a été un premier, je pense, signal qui a peut-être un petit peu refroidi les marchés. Et le point principal, en tout cas, qui a vraiment marqué la correction, c'est que pour la première fois, on a un trimestre qui enregistre un chiffre d'affaires, en tout cas une vente, des niveaux de vente qui sont un chiffre d'affaires, pour le coup, pour être vraiment précis, qui était en dessous de la publication précédente. Donc, on a eu un T3 avec des ventes qui ont généré un chiffre d'affaires de 43 millions de dollars, là où sur le T2 2025, on avait un niveau qui atteignait 54 millions de dollars. Donc, c'est sûr que le marché s'interroge sur le fait que, au-delà en fait, du ralentissement, en tout cas facial comme ça, c'est peut-être même un déclin. Oui. Ce serait tôt, Jamila, pour le coup. Là, c'est vrai qu'on ne l'aurait pas vu venir, pour le coup. On ne l'avait pas du tout vu venir et effectivement, on s'attendait plutôt assez logiquement sur une progression, une croissance séquentielle de trimestre à trimestre. Donc effectivement, si on compare le T3 2025 avec le T4 2025, on a une croissance logique et attendue. Mais en séquentiel, c'est vrai qu'il y a eu ce petit ralentissement et un petit retour en arrière qui a étonné. Et quand on regarde dans le détail, en fait, dans la publication, ce qui est aussi indiqué, c'est qu'il y a peut-être un effet prix et pas du tout un effet volume. Donc, c'est-à-dire que les ventes d'Uzedy continuent à croître avec une augmentation du nombre de prescriptions. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, le produit est essentiellement commercialisé aux États-Unis et ça rentre en fait dans la couverture Medicaid avec des rabais sur les prix. Et c'est ce qui explique que malgré la progression des prescriptions, on a peut-être un effet mix prix Medicaid qui fait qu'une partie assez importante des ventes aujourd'hui d'Uzedy serait captée par Medicaid qui du coup engendrerait un chiffre d'affaires qui est peut-être un peu en déclin, mais c'est vraiment un effet prix et pas du tout un effet volume. Et l'idée, c'est de simplement se dire que sur des prévisions prévues pour 2025 déjà qui ont été confirmées, donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas sur une tendance qui est en déclin, mais simplement qu'il va falloir probablement diversifier la population cible en termes de couverture, donc peut-être aller chercher des patients sous assurance privée pour diluer cet effet prix. Cet effet prix finalement, oui, bien sûr. Voilà, et puis après, il faut aussi garder en tête qu'il y a deux facteurs normalement qui devraient favoriser les ventes prochaines d'Uzedy. C'est d'une part le fait qu'il y ait des extensions de couverture géographique. Donc jusque-là, Uzedy a été commercialisé aux US, mais on a de plus en plus de pays qui approuvent la commercialisation d'Uzedy dans la schizophrénie. Et très récemment, la société a également annoncé qu'il y avait une approbation et donc un élargissement de l'étiquette d'Uzedy chez les patients qui souffrent du trouble bipolaire. Donc ça veut dire qu'on va avoir à la fois une extension géographique, mais également une extension d'indication, ce qui sont évidemment deux facteurs qui sont à l'avantage des ventes d'Uzedy. Donc, pas d'études a priori à avoir plus que ça.
pas d'inquiétude, la tendance reste dynamique, mais peut-être cet effet prix dont vous avez évoqué à cause du Medicaid. On va surveiller les ventes du Zedi parce qu'on sait que c'est important effectivement sur le dossier Medincell. Autre dossier qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Nanobiotics, valeur très active en bourse. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une correction là aussi parce qu'on a appris le report des résultats de l'essai de phase 3. On l'attendait première moitié de 2026, ce sera finalement première moitié de 2027. Et puis là, ça va mieux parce que la société a dit qu'elle était financée jusqu'en 2028, à une époque où c'est parfois compliqué. C'est quand même assez rassurant. Là aussi, point d'étape véritablement sur la situation de Nanobiotics aujourd'hui. Effectivement, Nanobiotics fait partie de ces sociétés qui ont assez bien progressé en bourse cette année, alors que ce n'est pas franchement le cas de tout le secteur, sur une actualité qui était pas transformante, si on peut dire les choses comme ça pour la société, effectivement. Donc, Nanobiotics a publié pas mal de résultats d'essais menés en collaboration notamment avec le MD Anderson. Donc, c'est des études qui permettent de valider et renforcer en tout cas le rationnel de l'approche de Nanobiotics, qui est de la qui est de la nanoparticule activée par la radiothérapie. Donc, c'est vrai que le marché garde en tête qu'on est sur une approche plus physique que thérapeutique au sens absolu, parce qu'effectivement, c'est de la nanoparticule. L'étude qui a vraiment fait réagir le titre, c'est cette fameuse étude qui est conduite en combinaison avec les inhibiteurs de checkpoint, qui évidemment ouvre la porte à la possibilité d'avoir une extension sur un traitement en combinaison, sachant qu'effectivement le but c'est d'atteindre une efficacité qui soit supérieure. Donc jusque-là, en fait, les signaux étaient plutôt positifs, même si on est sur des études plutôt amont. Ça vient encore une fois renforcer le rationnel de l'approche et laisser supposer que J&J, à l'avenir, pourrait s'intéresser aussi à ces approches en combinaison dans diverses indications, puisque le MD Anderson travaille justement à démontrer la faisabilité dans plusieurs indications. Donc ça, ce sont des signaux qui ont vraiment porté le titre, notamment sur la fin juillet, où on sait tous que fin juillet, ça a été un moment très important pour la biotech cotée en bourse à Paris, puisque l'effet Abivax a entraîné un petit peu tout le secteur c'était incroyable. Oui. Exactement, et Nanobiotics fait partie de ces sociétés qui en ont vraiment bénéficié, parce que je crois que sur fin juillet, il y a vraiment un décollage du titre, et aujourd'hui, la performance year-to-date est autour de 480%, je crois, et on a 3%, plus de 300% qui sont vraiment enregistrés depuis fin juillet. Et il y a aussi ces messages, effectivement, qui ont été délivrés sur le fait qu'il y a eu un sponsoring qui a été complètement transféré maintenant chez J&J, donc ça veut dire que c'est complètement dans les mains de J&J. Et malheureusement, effectivement, entre cette bonne nouvelle qui dit que ça y est, le transfert est réalisé et que maintenant c'est totalement opérationnel du côté de J&J, il y a eu cette annonce qu'il y a un décalage, effectivement, qui est attendu maintenant sur la lecture intermédiaire, qui, encore une fois, reste le catalyseur principal. Le catalyseur principal, bah oui. Ouais. Voilà, donc sur vraiment la lecture du bénéfice clinique, même si on est sur une lecture intermédiaire, on est censé être sur une cohorte totalement recrutée, puisque sur les critères qui sont attendus pour pouvoir délivrer ce message de lecture intermédiaire, c'est que le dernier patient des 500 qui doivent être recrutés soit recruté, effectivement, donc inclus dans l'étude. Donc 500, ça reste une grosse cohorte quand même. Et le deuxième point, c'est qu'on ait un nombre d'événements minimum qui soit atteint. Et on sait que dans ces études en oncologie, le nombre d'événements qui est attendu, c'est un nombre de décès préfixé. Donc là, on ne sait pas en fait de combien est ce nombre, mais on peut estimer, en tout cas, laisser supposer en tout cas qu'on serait sur un nombre compris entre 50 et 60%, entre la moitié et 2 tiers. D'accord. Voilà, donc ça peut être ça. Donc c'est vrai que ce décalage peut avoir en fait deux biais de lecture. Il y a peut-être, enfin pas deux biais de lecture, pardon, deux grilles de lecture. La première, c'est de se dire que effectivement, si il y a un décalage, compte tenu du fait qu'on a ce double facteur-là qui est attendu pour pouvoir faire cette lecture, c'est peut-être qu'on a un retard dans le recrutement. Donc 500 patients, encore une fois, c'est une grosse cohorte, il faut y aller. Sachant que le cancer de la tête et du cou, c'est pas le cancer le plus compétitif en termes de recrutement à l'échelle mondiale sur les essais cliniques, mais ça reste quand même une indication qui est regardée et de plus en plus explorée. Donc ça peut aussi être un biais qui pourrait expliquer le ralentissement. Et sachant que le nombre de sites avait été augmenté au moment où J&J avait repris la main, notamment sur la partie européenne, on peut effectivement penser que ça pourrait être un retard de recrutement, ce qui ne serait pas franchement étonnant, parce qu'encore une fois, 500 patients, c'est assez énorme. L'autre grille de lecture, ça pourrait être de se dire que, compte tenu du fait qu'on attend un nombre minimum d'événements, donc de décès de patients, c'est que si les patients vivent plus longtemps, ce qui serait le signe... C'est bon signe. Ah oui.
Ça pourrait aussi expliquer ce retard. C'est que voilà, tant qu'on n'attend pas les deux critères, nombre de patients minimum recrutés, c'est-à-dire 500 plus nombre d'événements minimum attendus, forcément, ça décale d'autant la Ah, lecture. Donc, intéressant, hein. en réalité, voilà, ça pourrait être il y a deux grilles de lecture possibles. Ouais. Je pense que la réalité est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a Ouais. probablement du retard sur le recrutement et puis aussi des signaux d'efficacité. Sachant qu'aujourd'hui, le décalage du H1 2026 au H1 2027, ça présume en fait un décalage entre 6 mois et 12 mois. Oui. C'est peut-être un petit peu tôt pour se prononcer sur le fait que ce soit uniquement d'efficacité, parce qu'en réalité, sur 6 mois, 12 mois, ça peut aller tellement vite, notamment sur des cancers avancés, que ce serait un petit peu tôt pour se prononcer sur le fait que ce soit vraiment qu'une efficacité qui expliquerait ce décalage. Donc la vérité est probablement entre les deux, c'est-à-dire qu'on a des bons signaux d'efficacité, mais aussi peut-être le besoin d'élargir le nombre de sites, ou sans élargir le nombre de sites, devoir recruter plus de patients, ce qui demandera plus de temps sur les sites qui sont déjà inclus. Bon, ben voilà, super intéressant, hein, cette analyse de ce report de ces résultats de phase 3. Pour Nanobiotix, on va traverser l'Atlantique pour parler de deux valeurs. On va commencer par un échec clinique, celui de Sarepta dans la dystrophie musculaire de Duchenne, avec deux traitements, et une valeur qui souffre énormément, là pour le coup, depuis le début de l'année, hein. Effectivement, Sarepta qui souffre beaucoup, donc qui est connu à l'international pour être un peu pour être le spécialiste des maladies génétiques, et notamment de la dystrophie, de la maladie de Duchenne, oui. Comme vous l'avez dit. Et malheureusement, il y a un sujet depuis le début de l'année avec son partenaire Roche sur sa technologie Elevidys qui justement adresse cette maladie-là. Donc on a un traitement par thérapie génique qui avait été approuvé, qui malheureusement a montré un bénéfice-risque qui était peut-être moins bon que ce qu'on pouvait espérer en vie réelle, et notamment sur les patients non ambulatoires. Donc, il faut distinguer les patients ambulatoires et non ambulatoires. Donc pour faire simple, en fait, ceux qui sont qualifiés d'ambulatoires, c'est ceux qui sont encore capables de marcher. Oui. Donc c'est ceux qui sont plus jeunes parce que la maladie est moins avancée. Et les non ambulatoires, c'est les personnes qui ne peuvent plus marcher. Donc ils ont une mobilité au niveau des membres supérieurs, mais pas franchement pour les jambes. Et donc eux ne peuvent plus se déplacer seuls, et on est sur un type d'évaluation qui est encore différent. Donc, sur les non-ambulatoires, en fait, il y a eu des cas d'hépatite aiguë, donc ça a entraîné des cas de décès, et c'est ce qui a poussé en fait la FDA à demander à Sarepta et à Roche d'arrêter de vendre le produit pour ces patients-là. Oui. La FDA a été suivie assez rapidement par l'EMA, et c'est vrai qu'il a été décidé assez rapidement d'arrêter d'exporter la thérapie aux États-Unis, c'est-à-dire que même les patients ambulatoires, a priori, ne devraient plus bénéficier de ce traitement-là, ce qui montre qu'effectivement, il y a eu un échec finalement en vie réelle, démontré en vie réelle sur ce produit-là, parce que malgré les bénéfices qui ont pu être observés, le risque en termes d'effets indésirables est tel que ça devient trop risqué, trop important pour les patients. Ouais. Et donc là, effectivement, deuxième technologie, on n'est pas sur de la thérapie génique, mais on est sur de l'AON, donc c'est les oligonucléotides antisens. Donc là, le but, en fait, c'est pas d'introduire un gène qui viendra remplacer la version défectueuse. On est sur une petite séquence d'ADN qui vient corriger en fait l'épissage de l'ARN messager qui est défectueux pour en faire une copie peut-être plus courte de la dystrophine, mais fonctionnelle. Donc le but, c'est de pouvoir restaurer de façon un petit peu indirecte la protéine native pour la rendre fonctionnelle, sauf que là, le niveau d'efficacité n'a pas été atteint, parce que probablement que la protéine, même restituée avec une partie tronquée, mais qui permet quand même un rôle physiologique de la protéine qui soit efficace, on a un niveau qui n'est pas atteint en termes de seuil minimum de protéines, ce qui fait que l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Donc, effectivement, c'est un échec de phase 3. Donc Sarepta doit faire face à la fois à l'échec de sa technologie par thérapie génique qui visiblement entraîne des effets secondaires trop importants très fort. Pour être maintenu sur le marché. Et puis cette alternative-là sur une autre technologie qui malheureusement ne délivre pas les résultats escomptés. Donc effectivement, double déception là aussi, sujet négatif pour la société qui en souffre. Et Henri de Cross sur la maladie de Duchenne, ça dit ce que ça dit, c'est qu'on reste sur ces approches-là, sur ces maladies-là, en fait, les maladies génétiques, sur des approches qui aujourd'hui sont encore en exploration, qui malheureusement ne donnent pas les résultats escomptés. Recherchés.
Donc voilà, ça montre aussi en fait que les agences, en particulier la FDA, deviennent de plus en plus critiques Oui. et attendent un niveau minimum d'efficacité, puisque jusque-là, en fait, elles se contentaient peut-être de biomarqueurs qui Mhm. pouvaient être corrélés avec une efficacité minimum, sauf que là, en fait, sur ce qui a été démontré jusque-là, on voit qu'il n'y a pas forcément de traduction Mhm. des biomarqueurs biologiques en efficacité clinique, sauf qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on attend vraiment pour pouvoir mettre sur le marché des thérapies qui souvent sont assez coûteuses, Oui. un minimum Oui. d'efficacité, puisqu'on ne peut pas se contenter de dosage qui montre que la protéine cible, donc à savoir ici la dystrophine, est effectivement fabriquée à un niveau suffisamment important pour qu'on puisse la détecter. S'il n'y a pas de traduction en efficacité clinique, c'est-à-dire vraiment la capacité des patients qui en bénéficient d'avoir une restauration minimum de mobilité, ça n'a aucun intérêt. Et donc là-dessus, les agences se montrent de plus en plus strictes. Ouais. Les biomarqueurs, c'est bien. L'efficacité clinique, c'est mieux. Et on va finir, Jamila, avec des actionnaires heureux. Bah oui, finalement, ils sont heureux, les actionnaires de Metsera, qui s'est retrouvé dans une bataille entre Pfizer et Novo Nordisk sur, bien sûr, cette bataille, oui, sur les traitements anti-obésité. Pourquoi Metsera était si intéressant, ou en tout cas a suscité cet affrontement entre Pfizer et Novo Nordisk? Bah, effectivement, la semaine dernière a été animée par cette bataille qui était assez inattendue, parce Mmh. qu'on pensait que les choses étaient jouées et que Ouais. voilà, on attendait le closing de l'opération avec la fusion Metsera-Pfizer d'ici la fin de l'année, et Novo Nordisk est sorti du bois Ouais. pour renchérir. Et effectivement, ça a été un bras de fer assez important, puisque il y a eu surenchère, il y a eu attaque avec des actions qui étaient Oui, voilà, intentées sur plan poursuite juridique. judiciaire, hein, oui, voilà, ça plaisantait pas. Exactement, c'est exact. Ouais, le ton est dit, effectivement, on n'était pas là pour plaisanter, donc il y avait vraiment la volonté de part et d'autre de mettre la main sur Metsera. Ouais. Et ce qui fait effectivement cet intérêt porté sur Metsera, c'est que la société développe effectivement différents actifs dans l'obésité, et ce qui a vraiment, à mon avis, cristallisé l'envie de l'un et de l'autre de mettre la main dessus. Indépendamment des GLP-1, parce qu'effectivement aujourd'hui tout le monde parle des GLP-1, ce sont des technologies qui sont déjà internalisées chez Novo Nordisk Oui. et chez Eli Lilly, mais pas chez Pfizer, puisque Oui. la société a tenté par plusieurs reprises de développer. Donc en l'occurrence, il y a eu 3 actifs GLP-1 qui ont été développés en interne, qui tous ont malheureusement dû être arrêtés, soit pour des raisons de safety, donc de sécurité, soit pour des raisons d'efficacité qui n'étaient pas au rendez-vous, en tout cas pas suffisamment importante pour concurrencer les GLP-1 qui sont déjà sur le marché. Donc Pfizer avait vraiment besoin de renouveler son pipeline et de trouver forcément une cible, parce qu'il n'était pas L'actif qui lui question manquait. donc là. Ouais. Et donc Metsera présentait plusieurs atouts. Quels sont ces atouts? C'est bon, déjà pour Pfizer les GLP-1, mais en plus Metsera présente dans son pipeline des produits de la classe amyline. Oui. Qui sont probablement, en fait, la classe amyline, c'est probablement la classe de nouvelle génération. C'est la nouvelle génération, voilà, ce qu'on s'était dit. Voilà. Ouais. Exactement, ce qu'on s'était déjà dit. Donc, il viendra après les GLP-1, même si les GLP-1 ont encore de beaux jours devant eux, mais l'amyline présente l'avantage d'avoir peut-être, en termes d'efficacité, des niveaux qui sont peut-être un petit peu supérieurs aux GLP-1. En tout cas, on a de plus en plus de preuves cliniques qui vont dans ce sens-là, pour pas aller très très loin et pas dans le temps et pas très loin des acteurs qu'on connaît. C'est Eli Lilly qui, à l'occasion de l'Obesity Week, a présenté des résultats pour sa molécule amyline, justement, donc en phase 2, des résultats très prometteurs, parce que en monothérapie, ils ont réussi à démontrer une perte de poids supérieure à 20% à 48 semaines. Ouais, donc c'est assez énorme, et c'est mieux que ce que font la plupart des GLP-1. Et en plus de cela, c'est que pardon, j'ai perdu le fil. Donc, on était sur l'amyline, sur l'efficacité de l'amyline, donc, et dans la poche de Metsera, peut-être d'autres choses encore dans l'escarcelle de Metsera, c'est ça? Exactement, dans l'escarcelle Metsera. Donc il y a cette amyline-là, et en plus il y a la combinaison possible entre les GLP-1 et amyline, ce que tu es en train de développer Metsera. Et là, effectivement, le pari, c'est de se dire qu'on est sur un niveau d'efficacité qui serait nettement supérieur à ce qui se fait aujourd'hui avec les GLP-1 seuls. Une approche que développe aussi Novo Nordisk, parce que Novo Nordisk jusque-là était assez en avance sur tous les autres concurrents qui développent des amylines, avec notamment sa combinaison cagrillatide plus semaglutide, donc qui est en fait ce fameux CagriSema,
devrait normalement il y a une demande d'autorisation de mise sur le marché qui devrait être déposée début d'année prochaine. Et voilà, le sujet qui me manquait, c'était par rapport au plus de l'efficacité. Il est probable que les amylines aient un meilleur aussi profil de sécurité que les GLP-1. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt sur les amylines. Et en plus de ça, Metsera, parce qu'elle présente plusieurs avantages, c'est que sur le mode de délivrance, aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre dans le domaine de l'obésité. Parce que, comme vous le savez, la plupart des traitements sont administrés en injection. Voilà, ce qui peut freiner l'observance de certains patients et surtout l'adoption. Voire la prise tout court, exactement. Parce que bon, je pense que certains ne sont pas fans de se faire injecter un truc ou de se l'injecter toutes les semaines. Eh ben, vous avez tout dit. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est aussi d'aller chercher des produits qui pourraient être administrés d'une autre manière. Donc il y a la prise orale, qui est de plus en plus regardée. Donc il y a un réel intérêt sur le sujet de la prise orale. Mais il y a également sur l'injectable, les LAI, donc les Long Action Injection, qui permet en fait d'administrer à des rythmes beaucoup plus étalés dans le temps. Donc Metsera, en l'occurrence, est en train de développer des modes de délivrance mensuels avec la perspective d'aller sur du trimestriel. Donc voilà, sur Metsera, l'intérêt, c'était vraiment, il était triple. C'est l'amyline, le mode d'injection orale et le mode d'injection mensuel, voire trimestriel, qui potentiellement pouvait, pour Pfizer, permettre au groupe d'entrée de revenir sur l'obésité, ce qui sera le cas aujourd'hui, puisqu'effectivement Pfizer a gagné la bataille. Et pour Novo Nordisk, c'était la perspective de pouvoir avoir ce mode de délivrance différenciant sur de l'oral et sur de l'injection longue durée. Et Djamila, quelque chose qui va nous refaire, conclusion très rapide, qui va nous refaire retourner au tout début de cette chronique, Long Acting Injection. Mais dis donc, ça pourrait pas être une diversification super intéressante pour Medincell, ça aussi? Absolument. Mais Medincell aujourd'hui a développé une technologie qui est vraiment qui peut s'appliquer à différentes molécules et à différentes indications. Donc, le tout, c'est de pouvoir démontrer que ça fonctionne. Leur gel permet d'absorber ces hormones-là et de pouvoir les délivrer comme c'est attendu par les groupes qui développent les principes actifs. Donc, peut-être qu'ils sont déjà sur le sujet et que ce n'est pas encore rendu officiel, mais ce serait étonnant que ce ne soit pas le cas, effectivement, compte tenu du momentum obésité et de ce besoin assez important de pouvoir diversifier sur le mode de délivrance, notamment sur le long acting injection, parce que sur la prise orale, c'est une amélioration, parce qu'en termes de confort pour patient, c'est quand même beaucoup mieux que de l'injection hebdomadaire, quotidienne ou hebdomadaire. Mais il est fort à parier que si vous proposez à un patient une prise orale quotidienne versus une injection mensuelle, une injection trimestrielle, il irait plutôt sur l'injection mensuelle trimestrielle. Parce qu'il y a quand même un confort qui est de se dire, voilà, je m'injecte, en tout cas, je me traite une fois. Tous les mois ou tous les 3 mois, et puis j'y pense plus. Voilà, et j'y pense plus, et je sais que le produit fait son effet, donc c'est quand même un confort indéniable. Et en termes d'observance, c'est un atout considérable, et ça peut intéresser beaucoup d'acteurs, à la fois les biotech et les pharma, mais surtout les payeurs, qui là pourraient voir effectivement une amélioration de l'état de santé global des patients, sachant que on se l'est déjà dit, on le sait tous maintenant, l'avantage aussi de ces traitements-là au niveau endocrinien et au niveau métabolique, c'est que probablement vous avez des actions sur différents aspects, et donc en traitant l'obésité, vous pouvez aussi traiter le diabète de type 2, les risques cardiovasculaires, les risques d'insuffisance rénale, tout ça, vous avez plusieurs actions avec un seul produit, ce qui est effectivement un avantage en termes sanitaires qui est incontestable. Et ben voilà, point d'actualité très complet, et puis des perspectives, plein la tête sur ce point d'actualité avec Djamila El Mourini. Merci Djamila. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Alessandro Riva, PDG de Transgène. Bonjour Alessandro. Bonjour Laurent. Alors, je rappelle, Transgène, biotech française spécialisée dans le développement de thérapies innovantes contre le cancer, en particulier des vaccins thérapeutiques personnalisés et des virus oncolytiques. Sa technologie phare, myvac, permet de concevoir des vaccins individualisés à partir de néo-antigènes propres à chaque patient. Alessandro, c'est la première fois qu'on se parle dans le cadre du journal des biotech. On va voir la situation à date de Transgène et on va bien sûr commencer par ces nouvelles données présentées sur le vaccin individualisé TG4050 dans le cancer de la tête et du cou HPV négatif. C'était lors de la conférence annuelle de la Société pour l'immunothérapie du cancer. Ça se tenait aux États-Unis du 5 au 9 novembre, c'est tout récent. Quels sont les points marquants selon vous à retenir de cette présentation ?
Alors, il s'agit des données d'immunogénicité pour notre produit de thérapie vaccinale individualisée antigénique qui s'appelle le TG4050. Et donc, ce que nous avons montré dans la présentation à la conférence internationale, c'est en fait que notre produit TG4050 est capable d'induire une réponse immunitaire spécifique contre les mutations que nous avons sélectionnées pour ensuite intégrer dans notre vaccin thérapeutique. Alors, pour la petite histoire, il faut revenir en arrière de quelques mois à l'ASCO 2025, ça c'est la Société américaine d'oncologie, où en fait nous avons présenté les données cliniques d'une étude randomisée de phase 1 qui en fait montre que notre vaccin thérapeutique individualisé est capable de garder les malades traités avec les vaccins sans rechute pour une période de 24 mois. Pour l'instant, nous avons un suivi de 24 mois. Et alors, les données que nous avons présentées à la conférence internationale d'immunothérapie contre les cancers, c'est un peu la continuation de ce que nous avons présenté à l'ASCO. Et là, nous avons présenté en fait un peu les mécanismes d'action. La raison pour laquelle notre vaccin marche, c'est parce qu'il induit une réponse spécifique contre les néoantigènes que nous avons présélectionnés. Alors, cette réponse est au niveau des cellules T, les groupes que nous appelons CD8. Alors, ces groupes de CD8 ont une puissance cytotoxique capable de tuer la cellule tumorale. Et ce que nous avons aussi identifié, c'est que les caractéristiques de ces cellules sont des types que nous appelons effecteurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de garder la mémoire pendant une période relativement longue. Alors maintenant, nous avons déjà un follow-up de 24 mois et nous continuons à avoir cette réponse immunitaire spécifique. Alors, comme je vous ai dit, ces cellules sont cytotoxiques, capables de tuer la tumeur. Et aussi, nous avons remarqué des biomarqueurs qui nous font voir que ces cellules ont passé du temps dans les tissus, donc y compris les tissus tumoraux. Donc tout ça, évidemment, c'est la preuve du mécanisme d'action des TG4050 et nous sommes très contents de continuer le développement de ces produits par rapport aux données que nous avons présentées à la Société d'immunothérapie et aussi aux données de l'ASCO. Dans ce produit également, il y a une sélection des néantigènes via l'IA avec votre partenaire NEC. Est-ce que ça semble aussi un petit peu validé par ce que vous décrivez? Et puis, comment ça peut renforcer peut-être la pertinence clinique de votre produit? Alors, ces données présentées à la Société d'immunothérapie, bien évidemment, valident la plateforme que nous utilisons avec NSC pour identifier les mutations spécifiques qui vont ensuite induire une immunogénicité. Mais aussi, ces données-là valident aussi d'autres importants piliers pour les vaccins TG4050 parce qu'il ne s'agit pas seulement d'identifier les mutations, il s'agit aussi d'avoir un vecteur qui tient la route. Il s'agit aussi ensuite de sélectionner parmi les néoantigènes identifiés par NSC quel néantigène peut s'intégrer le mieux dans les vecteurs viraux. Et donc, Transgène a développé une plateforme qui s'appelle VaxDesign. D'ailleurs, nous allons présenter les données à l'ESMO Artificial Intelligence, la conférence de la Société européenne d'oncologie médicale. Et ensuite, c'est la production. Et donc, tous ces piliers des TG4050 ensemble forment les vaccins. Et alors, les données que nous avons montrées valident tous ces piliers. Il n'y a pas seulement une contribution mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects qu'il faut prendre en considération pour faire en sorte d'avoir un vaccin qui puisse marcher. Et donc voilà, c'est la collaboration avec NSC, mais c'est aussi le savoir-faire des Transgène. On a maintenant une phase 2 qui est en cours. Oui. Forcément, je vais vous parler calendrier. Quels sont les jalons attendus dans les mois qui viennent, en 2026, et comment vous voyez la suite du développement de cet actif qui est votre actif phare? Alors, la phase 2, dans la même pathologie de la phase 1, c'est-à-dire les malades en phase opérable TTQ, donc elle est en cours. Nous prévoyons de la terminer au niveau de la randomisation du dernier malade d'ici les premiers trimestres 2026, donc dans quelques mois. Et ensuite, nous prévoyons de montrer les données d'immunogénicité pour la partie phase 2 d'ici fin de l'année 2026. D'accord. Et ensuite, l'efficacité va sortir entre fin 2027 et début 2028. Bon, donc, et
quelle pourrait être, si les données sont concluantes, après, c'est quoi? C'est aller vers la phase 3 qui ressemblerait à quoi? Alors, bien évidemment, l'étape suivante, c'est réfléchir à la phase 3. Déjà, après la présentation des données à l'ASCO et aussi à la Société d'immunologie, il y a beaucoup d'intérêt de la communauté médicale, donc les médecins qui s'occupent des malades avec la TTQ en phase précoce. Donc déjà, nous sommes dans la phase de réflexion pour l'étude qui va être pivotale, pour permettre en fait d'enregistrer TG4050 dans la maladie opérable TTQ en Europe et aux États-Unis. Donc nous avons commencé à discuter avec les experts et le but étant que nous voudrions discuter avec les agences européennes pendant l'année 2026 et donc de fur et à mesure nous préparer à cette nouvelle étude des phases 3 et bon, nous allons tenir au courant tout le monde des avancées, etc. Donc voilà notre plan, donc accélérer la phase 2 qui déjà est en cours, mais surtout préparer en parallèle la phase 3 en collaboration avec la communauté scientifique et bien évidemment en collaboration avec les agences. Les agences réglementaires. Voilà pour cette phase 2. Il y a un nouvel essai avec toujours le même vaccin en phase 1 dans une autre tumeur solide. Que pouvez-vous nous dire de cette autre indication et de son potentiel, ou est-ce que c'est encore trop tôt pour en parler? C'est un peu encore tôt, un peu tôt. Nous avons déposé les protocoles aux autorités de santé. Nous attendons leur opinion, et leur approbation. Et en même temps, nous sommes un peu sur les starting blocks. Vous voyez? Donc, pour l'instant, nous ne disons pas quelle indication, nous ne parlons pas beaucoup, mais sans doute il s'agit d'une indication qui va être différente au niveau biologique par rapport à la tumeur TTQ. Et en fait, nous voudrions, avec cette deuxième indication, montrer à la communauté scientifique que Myvac et TG4050 n'est pas valide seulement pour l'indication, mais valide pour potentiellement beaucoup d'indications tumorales chez les malades opérables après la thérapie standard, mais qui ont les risques de rechuter. Donc nous pensons qu'avec cette deuxième étude, nous pourrons aussi montrer que en fait, l'impact des Myvac et des TG4050 va au-delà d'une indication seulement. Donc les buts, c'est ça. Courant de l'année. Donc d'ici, dirais-je, début 2026, nous aurons des détails clairs et nous pourrions en fait annoncer et communiquer sur ça. Ok, écoutez, on va suivre ça aussi avec attention. Dans le portefeuille de Transgène, il y a aussi BT001, virus oncolytique armé développé en partenariat avec BioInvent. Lors d'ESMO 2025, on en parlait de l'ESMO, vous avez présenté des données actualisées de phase 1 montrant une bonne tolérance de l'injection intratumorale, notamment en combinaison avec un anti-PD-1, largement utilisé, c'est le pembrolizumab, voilà, j'ai pas écorché son nom. Là aussi, quelles sont les prochaines communications? C'est toujours difficile à attendre sur le sujet. Alors, des données très intéressantes que nous avons présentées à l'ESMO. Peut-être on peut y revenir déjà. Oui, alors donc c'est un virus oncolytique qui est administré par voie intratumorale, donc armé avec deux protéines, nous appelons le GM-CSF et l'anti-CTLA-4, sont deux protéines qui sont très importantes pour continuer à stimuler la réponse immunitaire. Donc les données que nous avons présentées montrent que ce virus oncolytique est efficace, numéro 1. Numéro 2, qui est efficace pas seulement au niveau de la lésion qui est injectée par, qui est injectée par le BT001, mais aussi au niveau à distance, c'est-à-dire que si un malade a des métastases à distance, donc nous observons aussi des réponses antitumorales qui sont très intéressantes dans ces métastases à distance dont nous appelons l'effet abscopal. Ensuite, ce que nous avons montré, particulièrement dans un malade pour lequel nous avons pu avoir une biopsie avant et après l'administration de BT001, qu'en fait, cette virus oncolytique est capable d'échanger la tumeur et l'expression en fait de la tumeur. C'est-à-dire qu'au début, cette tumeur n'avait pas d'infiltration lymphocytaire très importante, donc le système immunitaire n'était pas en train d'attaquer. Dans cette tumeur. Il y avait une espèce de barrière. Il y avait des caractéristiques histologiques qui montraient en fait qu'il y avait une résistance claire. Il y avait des biomarqueurs aussi qui montraient que la tumeur avait déjà développé beaucoup de
biomarqueurs qui évitaient le système immunitaire de l'attaquer. On sait qu'elles sont très bonnes pour se dissimuler, pour se camoufler. Voilà, exactement. Alors, au niveau technique, on dit que la tumeur avait été PD-L1 négatif, qu'elle était envahie par des macrophages qui n'étaient pas quand même censés être antitumorales, mais au contraire qui induisaient la tumeur. Et que ce que nous avons vu, en fait, après l'administration de BT001, après environ 2 mois, c'est qu'il y a en fait déjà une infiltration au niveau des cellules T très importante, la transformation de la tumeur d'un PDL négative positive, enfin, beaucoup de biomarqueurs qui rendaient la tumeur sensible aux réponses immunitaires. Et bon, voilà, ensuite on a vu une réponse, etc. Donc, par rapport à ça, ce que nous sommes en train de réfléchir, c'est, avec notre partenaire BioInvent, de penser à une autre étude, et donc nous sommes en train de discuter, pour valider tout ce que nous avons vu et potentiellement créer un développement qui puisse être très différenciant par rapport aux autres. Donc voilà, donc affaire à suivre, on va communiquer sur ça en 2026, mais pour l'instant, nous sommes encore dans l'étape de réflexion avec BioInvent. Justement, puisqu'on parle de 2026, visibilité financière jusqu'à fin 2026, fin de l'année prochaine, grâce au soutien de l'Institut Mérieux. Vous l'avez déjà évoqué, ça va être l'occasion de le synthétiser de façon très claire. Pour vous, Alessandro, aujourd'hui, les 2-3 grandes priorités pour la biotech. Alors, pour nous, c'est accélérer IVAC, TG4050. Alors, accélérer dans l'indication que nous avons choisi être la prioritaire aujourd'hui, c'est-à-dire la TTQ, parce que nous avons une différenciation par rapport aussi à d'autres collègues qui travaillent dans les mêmes domaines. Donc, accélération de TG4050 à la TTQ, compléter la phase 2, commencer à communiquer sur le résultat de la phase 2, immunogénicité, je vous ai dit d'ici fin 2026, commencer à tracer le terrain pour la phase 3, donc en collaboration avec la communauté scientifique et en collaboration avec les agences européennes et américaines, être sûr que tout l'aspect production d'un vaccin thérapeutique, parce que c'est important ça aussi. C'est très important, nous produisons à la maison tout ça, mais il faut passer à une autre échelle, donc tout ça puisse être accéléré et arriver en fait, encore une fois, à être capable de produire sur large échelle d'ici le début de la phase 3. Et ensuite, en parallèle, comme nous avons parlé, démarrer la nouvelle étude avec TG4050 dans une autre indication et essayer de comprendre au niveau de notre portefeuille virus oncolytique comment on peut avancer dans une façon innovante. Si on se passe à un peu plus long terme, comment vous anticipez ou comment vous voyez aujourd'hui l'environnement concurrentiel dans les vaccins personnalisés, notamment face aux grands acteurs de l'ARNM ? Alors, ce que nous voyons, c'est en fait qu'il y a aujourd'hui 3 acteurs qui sont plus avancés que les autres. Alors, ces 3 acteurs, c'est Moderna, BioNTech avec leur technologie à base d'ARN et Transgène avec notre technologie à base des concurrents directs pour des vecteurs viraux. Nous sommes concurrents directs, oui, dans l'esprit quand même d'être ensemble pour soigner les malades en phase opérable avec tumeur solide, avec les risques de rechuter. Alors, donc, il y a des différenciations claires. Alors, nous avons un vecteur viral, eux, ils ont un vecteur à base d'ARN. Alors, nous pensons qu'un vecteur viral est peut-être mieux placé, mais les données, nous attendons les données pour montrer tout ça, pour induire une réponse immunitaire encore plus durable dans les temps. En fait, notre organisme et notre système immunitaire est formé pour reconnaître les virus. Vous savez très bien ce qui se passe quand on a une infection virale, le Covid, mais pas seulement le Covid. Et donc, ces réponses, nous les connaissons très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans notre étude des phases 1 et dans les données que nous avons présentées à la conférence d'immunologie. Donc voilà, il y a une différenciation au niveau du vecteur qui n'est pas négligeable. Il y a une différenciation au niveau des indications que nous avons choisies. Donc nous sommes de la TTQ, Moderne et dans les mélanomes, dans les poumons, et BioNTech et dans le cancer du pancréas et dans le cancer du côlon. Donc chacun a choisi une indication bien précise pour raisons différentes. Et donc ça, c'est quand même... Ça aide beaucoup pour la communauté, parce que vous imaginez, si une thérapie individualisée à base d'antigènes
va franchir les pas de l'approbation. Alors les malades tumeurs solides en phase précoce qui ont besoin d'une thérapie vaccinale pour retarder la rechute, voire éviter la rechute, ils sont des millions. Donc avoir plusieurs acteurs, c'est très important et nous les pensons. Avoir une différenciation aussi, c'est très important et voilà notre différenciation aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'aspect d'identification des mutations. Alors chacun utilise leur technologie qui n'est pas encore dévoilée à la communauté, donc ça reste quand même secret. Donc on ne peut pas dire qui fait quoi et dans quelle façon. Mais bon, ça c'est un autre aspect qui peut différencier ce type de technologie. Donc le message final, c'est qu'en fait Transgène est très bien positionné pour être un acteur significatif de la thérapie individualisée et avec une différenciation que nous pensons être très innovante. Bon, je vais vous emmener encore plus loin, Alessandro. Comment vous voyez, on va terminer un petit peu en élargissant, comment vous voyez Transgène à l'horizon 2030 et puis peut-être un message final pour les investisseurs actionnaires individuels de Transgène qui nous regardent aujourd'hui. Alors, sans doute, dans l'horizon 2030, notre objectif, parce que ce n'est pas seulement les miens, mais c'est notre ambition, c'est d'être reconnu comme acteur principal de la thérapie individualisée, être déjà dans une phase très avancée, dans une étude pivotale et s'approcher en fait à la mise sur le marché. Bien évidemment, pendant tout ce chemin, il y a encore une cinquantaine d'années, peut-être on va rencontrer un partenaire de l'industrie pharmaceutique, peut-être on pourrait travailler ensemble avec eux pour continuer à accélérer. Notre but, c'est de continuer à créer de la valeur autour de ces technologies. Cette valeur doit être accessible à la communauté médicale à travers les études cliniques et un jour aussi à travers les lancements commerciaux. Et donc nous sommes en train de préparer toutes les étapes pour rendre ces projets, dirais-je, très innovants, mais aussi très différenciants et aussi très accessibles à la communauté pour être sûr aussi d'accueillir un partenaire potentiel. Donc une société qui est ancrée dans l'innovation dans l'immunothérapie à travers la thérapie individualisée et une société qui aussi regarde au-delà de la thérapie individualisée parce que, il y a peut-être autre chose qui vont être très importantes pour continuer à avancer. Et donc voilà, et nous gardons toujours un œil sur l'innovation qui vient de nous, mais aussi qui vient des autres pour essayer de continuer le chemin de l'innovation. Continuer le chemin de l'innovation et explication très complète d'Alessandro Riva, PDG de Transgène. Merci beaucoup Alessandro. Merci Laurent, merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.